Sentez-vous bien, madame, messieurs, nous retrouvons encore ce matin sur les antennes Equinox Télévision, comme c'est le cas du lundi au vendredi de 10h à 12h. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se passe véritablement au Cameroun avec les démissions en cascade dans certains partis politiques? Hier encore, nous avions vécu le cas avec Cyril Sambaka, 30 ans après avoir fait chemin avec l'UDC. L'homme politique décide enfin de se mettre de côté. Quelles sont ses réelles motivations, mais surtout, quelle destination prendra-t-il dans les jours à venir? On a vu un Cyril Sambaka hier à Douala avec un parterre d'invités et d'acteurs politiques qui sont venus l'écouter, mais surtout prendre à cœur ses propositions. Qu'est-ce que Cyril Sambaka nous proposera-t-il dans les jours à venir? Madame, monsieur, merci à vous de trouver de l'intérêt en restant présent sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, qui en réalité aussi voudrait bien comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara qui promet aux Ivoiriens de tout faire et donner justement une liberté au président Gbagbo si jamais il ne s'ingère pas dans les élections à venir. On parle bien évidemment des présidentielles. Comment le comprendre alors qu'il y a quelques jours encore, les présidents de la CEDEAO s'insurgeaient contre les attitudes de certains chefs d'État en Afrique, leur demandant de revoir leur position en ce qui concerne le respect des mandats présidentiels. Des sujets qui touchent quand même le continent aujourd'hui et qui interpellent plus d'un Africain. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Trouvez de l'intérêt en restant sur notre télévision. C'est 10-12 le Zénith avec la grande équipe, comme c'est le cas tous les matins. Charles Amel Bachou, Karine Sontia, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Charles Amel Bachou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À l'annonce du concept de la mise en place, au mieux de l'implémentation du concept Bamenda Clean, on a pensé véritablement que les populations devraient être désormais à l'abri. Mais les informations qui nous viennent de Bamenda attestent de ceci que c'est plutôt Bamenda désert, commerce fermé, la famine qui frappe aux portes et des tirs nourris dans la ville. Entre 23h et 2h ce matin, la population de Bamenda s'est encore vidée, même si on dit qu'il y a des gens qui marchent entre les différents villages pour rejoindre Douala, qui sont en train de fuir. Que fuit-il alors qu'on a parlé d'une opération aussi simple que cela de traque? Autre chose. Ils sont en train d'arriver à l'heure où les chefs de Douala, les chefs Sawa, parlent de non aux halogènes, non à ceux qui viennent d'ailleurs, qui souhaiteraient prendre des positions comme chefs. À l'heure où on parle, ils sont en train de marcher à Bonandio. C'est bien. Mais une question, est-ce que vous-même les Douala vous appartient? La question est posée ce matin, Charles Amel Bachou. Certainement, vous trouverez des réponses à travers les nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur les plateformes bien connues. Et vous parliez tout à l'heure de Bamenda Clean. On se pose aussi la question de savoir comment, en temps de guerre, les journalistes ne sont pas intégrés dans ces réalités pour recouper et restituer les faits au moment opportun. On le sait, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ces nombreux journalistes du monde qui étaient présents sur le terrain de guerre au Cameroun. Pourquoi les journalistes ne sont-ils pas présent sur le terrain des tensions existantes entre Bamenda, Bouéa, y compris même dans l'extrême nord du Cameroun? Quelle politique et surtout quelles sont les images à garder pour l'avenir? Que dira-t-on aux générations futures? Bonbon Bengan Kanji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Du record, ça entrera peut-être dans le livre Guinness, mais bon, peut-être que ça restera dans le livre Guinness. Cameroun, 3 postes en un an. Il s'agit de M. Mfapou Aliou. Il était sous-préfet de Sanchou. Il n'a pas fait 2 mois ce poste. On vient de l'affecter en Bembis, dans le Djaï Lobo, en plein pays Boulou. C'est lui qui avait défrayé la chronique ici en tant que sous-préfet de Bazou. Il avait montré comment l'administration territoriale procède aux vraies élections pour favoriser le RDPC. Parce que ce qu'on fait là souvent, le scrutin, ça c'est des fausses élections. Les vraies élections, c'est lui qui avait dit comment à Bazou on a procédé. On l'enlève de Bazou pour Santou, il n'a pas fait de... On n'a même pas encore fini de dévaler ses valises. On lui dit d'aller dans le Djaï Lobo en 20 bis. Quelques mois seulement.
2 mois. Oui, 2 mois. 2 mois précisément. 2 mois. Voilà. 2 mois. Donc, les enfants seront bon, de toutes les manières. Affectation disciplinaire ou pas? Non, je ne sais pas. Voilà. C'est le déploiement administratif de la République. Aurait-il trahi la réalité de l'organisation des élections au Cameroun et encadré entre autres par le ministère de l'administration territoriale ce sous-préfet de Santhiou aujourd'hui renvoyé à Bembis? C'est quand même une curiosité extrême au Cameroun. Pourquoi l'avoir détaché à nouveau de Santhiou 2 mois seulement qu'il ait occupé ses nouvelles fonctions comme sous-préfet à Santhiou pour l'envoyer maintenant à Bembis, et étant donné que des mois auparavant il était bien sûr à Bazou et a décrié à ciel ouvert les réalités d'une organisation des élections municipales mafieuses au Cameroun. Madame, Messieurs, merci de trouver de l'intérêt. Karine Song est avec nous comme chaque matin. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un message passé ce matin par le représentant du RDPC, Amadou Oumarou, nous fait bien comprendre qu'il y a des partis de l'opposition qui sont en voie de disparition. Et je vais citer tel qu'il l'a cité ce matin, le SDF, l'UDC et l'UPC. Bon, pour lui, l'UPC a déjà disparu, maintenant l'âme reste. Le SDF est en voie de disparition, ce n'est qu'une question de temps. Et l'UDC a signé son acte de décès hier avec la démission de Sambaka de ce parti politique. La question que je m'en vais poser ce matin: qui est au centre de la disparition des partis politiques de l'opposition au Cameroun? Est-ce 1. le RDPC et ses manœuvres, 2. les partis de l'opposition qui n'arrivent pas à s'accorder? Et surtout, on aurait bien voulu dire 3, si jamais le ministère de l'administration territoriale s'y mettait, qu'est-ce qu'on pourrait bien vivre avec les tractations connues? En tout cas, les questions, vous les avez posées, Karine Sontia, madame, monsieur. Vous le savez, vous aussi qui nous regardez ce matin, que la météo politique occupe les esprits des Camerounais depuis 2018. Et nous aussi avons une obligation d'éducation à travers les enjeux. Il faut mieux comprendre cela, mais surtout la société. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je me suis levée avec une interrogation. Tous les jours, on interpelle le ministère de la promotion de la femme et de la famille ici sur le plateau, sur ses prérogatives, parmi lesquelles encadrer les femmes, encadrer les enfants, entre autres. Mais je me demande le pourquoi de ce sursaut de ce ministère qui a décidé d'organiser un atelier pour inciter les femmes à participer aux élections. Est-ce que les femmes, les enfants, la famille n'ont pas d'autres problèmes existentiels que ceux liés aux élections? Pourquoi vous ne sortez que lorsqu'il y a des échéances politiques pour demander aux femmes de se présenter ou bien de participer pour les élections et alors que quand il y a un problème, c'est un silence de cimetière. Et nous vous posions justement la question hier à la fin de l'émission. Que font les femmes, effectivement, en ce qui concerne le décès de la jeune Lydienne Taba? Où sont les associations féministes aujourd'hui qui sont très attendues sur ce terrain, mais surtout les associations sur les violences faites contre les femmes? On ne voit pas les femmes, aucune femme mère, aucune femme sénatrice, aucune femme qui aujourd'hui rentre dans les mailles de la gouvernance au Cameroun, aucune femme de quelque association que ce soit, on les entend, on ne les voit pas. Et pourtant, Lydienne Taba est morte avec un enfant dans le ventre. Merci à vous. On parlera bien sûr de l'histoire du jour de Dominique Audrey. Il s'agit de quoi? Oui, il s'agit d'une histoire triste d'un homme qui a essayé de se donner la mort après avoir perdu les papiers du terrain. Donc, il raconte que c'est sa femme en fait qui raconte l'histoire. Ils sont mariés, ça fait 5 ans. Son mari est âgé de 40 ans, elle a 35 ans par là. Ils sont mariés, ils ont fait un mariage coutumier, donc ils n'ont pas voulu avoir le tralala de la mairie, de l'église. Pour eux, vraiment, la coutume, c'est suffisant pour consacrer leur amour. Donc, elle raconte qu'elle est commerçante et qu'avant de rencontrer son mari aujourd'hui, il avait perdu son travail. Donc, il a commencé à jongler, à faire de petits métiers, entre autres. Mais les 2 premières années après leur mariage, c'était pas vraiment ça. Donc, comme son mari avait un peu les économies et qu'elle était une commerçante qui avait suffisamment, elle a joint un peu d'argent à ce que son mari avait et on lui a ouvert un local pour qu'il puisse vendre des chaussures. Donc, aujourd'hui, son mari a sa propre boutique de chaussures.
Elle raconte également que tout au long de sa vie, son mari a ramené des amitiés. Il a eu des amitiés parmi lesquelles un ami qui revenait constamment, qui était très proche de la famille, qui était une sorte d'oncle pour eux. Je rappelle qu'ils n'ont pas d'enfants, mais chacun, avant de se marier, avait un enfant. Donc, ils ont chacun leurs enfants de leur côté. Donc, il rentre un soir et il dit à sa femme, tu connais mon ami Israël? Oui. Israël m'a demandé de lui faire un prêt de 300 000 francs. Il aimerait faire quelque chose avec et tout. La femme dit qu'elle s'est farouchement opposée à cette histoire. Elle lui a dit non. Ton ami, de toute façon, je ne l'ai jamais senti. Et je ne voudrais pas que tu fasses ce genre de choses de peur d'avoir ce que vous appelez amitié se briser comme ça à cause de l'argent. Il lui a dit non, je lui fais confiance, c'est mon ami et tout. Et heureusement, son ami est venu, il a remboursé l'argent en intégralité, il a donné les intérêts et il a même donné un surplus d'argent. Lorsqu'il rentre à la maison avec l'argent que son ami avait remis, il a nargué sa femme, il lui a dit, tu vois, tu es le genre de femme qui vient, qui veut diviser la famille, tu veux diviser mes amis et tout, tu es mauvaise, tu es mesquine, tu as une mauvaise langue, voilà, tu as dit qu'il n'allait pas me rembourser l'argent et pourtant il a remboursé. Il y a un an, la femme a décidé de faire la surprise à son mari et elle était dans une cantine où elle a bouffé une somme de 3 millions de francs CFA. Quand elle revient, elle l'avait fait à l'insu de son mari. Elle rentre, elle dit à son mari, voilà, je voulais te faire la surprise, j'ai eu ma cotisation, tu vois, maman, tel, on est dans une réunion qu'on a créée et j'ai eu mon premier argent et avec ça, j'aimerais que on s'achète de quoi nous construire une maison. Donc son mari était très heureux, ils ont engagé les démarches puisqu'elle avait déjà trouvé même l'espace pour le terrain, un endroit très bien placé. Ils ont engagé les démarches et elle a voulu que les papiers de la maison soient au nom de son mari, ce qui a été fait avec toute la famille, je veux dire la grande famille. Ils étaient très contents et ils ont eu le terrain. Sauf que ils se sont donc accordés sur ce que chacun devrait donner une quote-part désormais se préparer pour pouvoir engager le chantier à partir de l'année qui arrive. Qui devait s'engager? Le couple? Le couple. Donc, comme Très chacun bien. a une activité, il fallait qu'on ramène un peu d'argent de chaque côté pour avoir l'argent. Au mois de juillet, cette femme a eu 2 millions d'une autre tontine et elle a ramené, elle a dit à son mari, voilà, bon, comme depuis on a prévu qu'il fallait construire la maison, il faut qu'on s'active un peu pour le faire rapidement. Son mari ne lui a rien répondu, rien du tout. Le lendemain, elle sort, elle va au marché, elle rentre, elle trouve son mari agonisant dans le lit. Elle n'a pas compris, il y avait un bout de papier à côté et sur le bout de papier, son mari explique pourquoi il a essayé de se suicider. En fait, son ami... Enfin, il a essayé ou bien il s'est suicidé? Il a essayé Ah, très bien. dans une autre tentative qui a échoué. Donc, il raconte que son même ami à qui il avait donné 300 000 précédemment lui a demandé de lui donner ses papiers de terrain en termes de gage pour qu'il fasse un investissement et qu'il devait rembourser. Malheureusement, il apprend que cet ami s'est retrouvé à l'étranger, il allait en bain. Donc il a donné le terrain, il a pris l'argent, il est parti. Donc il dit qu'avec la honte, il ne savait pas comment dire ça à sa femme et tout. C'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. Donc ça fait 1 mois. Elle dit qu'elle a laissé 1 mois passer pour que son mari puisse reprendre ses esprits. Avec la famille, on a essayé de l'encadrer, mais elle dit qu'elle n'est plus pour ce mariage avec ce genre d'homme qui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, qui n'a pas de visée. Elle aimerait donc savoir si en 1 mois c'est suffisant pour que son mari ne tente pas à nouveau de se tuer. Parce qu'elle ne veut pas de dédommagement, elle ne veut pas de remboursement, elle veut simplement partir de cette histoire. Et au-delà, bien sûr, de l'histoire ce matin, madame, monsieur, on peut bien comprendre qu'il y a ici une espèce de confiance qui soit naissante, perceptible et bien encadrée entre des couples bien connus aujourd'hui. Et comment respecter les engagements qu'on se fixe entre nous dans le couple pour nos différentes évolutions. Et vous le dites très bien également, Dominique Audrey, c'est une histoire tout à fait particulière ce matin. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils tenteront également de nous laisser leurs analyses et leurs points de vue sur les pages 10-12. Le Zénith, c'est sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Madame, monsieur. Bon, Bengan, c'est une histoire très compliquée pour nous ce matin. Eh bien, vous êtes le sage du plateau. Nous vous regardons. Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, premièrement, que comme la femme qui a raconté l'histoire ne voudrait pas qu'on la considère comme pour avoir assassiné son mari, qu'on l'accuse pour avoir assassiné son mari, je lui dirais tout de suite que 1 mois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant puisque pour elle, il faut sauver le mari, même si le mariage va finir demain. 1 mois, c'est pas suffisant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que là, c'est aux hommes. Tous les hommes qui ont fait l'éducation du mariage
Je pense que par les premiers cours, les premières leçons qu'on leur donne, c'est que la femme a un sixième sens très très poussé. Quand on parle de sixième sens, ça veut dire qu'elle sent les choses mieux que l'homme. Nous tous, même nous les initiés, nous le savons. Et nous nous accommodons à cela. Donc, quelquefois, la femme n'a pas besoin de justifier pourquoi elle ne sent pas tel ami, elle ne sent pas tel membre de la famille, mais c'est comme ça, elle ne sent pas. Donc il faut intégrer qu'elle ne sent pas. Et par rapport à ça, ne pas répliquer en disant « toi tu es venu diviser ». Non, c'est des termes en fait qu'on n'utilise pas. Dès lors qu'on intègre que la femme a un sixième sens plus développé que l'homme, si un ami, un frère ou une sœur que votre femme n'a pas senti dès le départ est venu, j'allais dire, poser une bonne action, observer plutôt. Il faut plutôt observer. Ce n'est pas le moment de reprocher à votre femme disant mais tu avais dit ici que non, ça vraiment, c'est des réactions épidermiques. Et c'est ça qui prouve davantage que l'homme n'est pas un être de dedans. C'est comme ça qu'on dit toujours. La femme, c'est un être d'intérieur. C'est elle qui conçoit la vie. En fait, c'est dans cette vie-là que Dieu lui a donné cette possibilité de se projeter, ou alors de se projeter mieux que l'homme. Parce que là, il faut intégrer ça. Et vraiment, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce que nous, les hommes, on est des conquérants, on est des tueurs. Mais la femme, surtout les vraies femmes, elle s'en veut. Mais maintenant, je lui dirais également, troisième chose, que non, ma fille, il y a une possibilité de récupérer vos papiers. Il y a possibilité de récupérer vos papiers puisque vous avez un peu de moyens. Vous allez, si apparemment vous avez engagé processus de titre foncier, même si le mari a dit vous allez saisir, vous allez faire opposition au tribunal par rapport à celui qui a pris les papiers de votre ami comme gage et ainsi de suite. Vous faites opposition, vous pouvez obtenir une décision du juge, par exemple du tribunal, qui annule la vente. Et là, on peut vous demander de payer quelques frais. Donc, en fait, vous pouvez au même moment sauver votre mari et votre couple, mais et sauver également le terrain. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas des choses à souhaiter, mais la vie, certains disent, c'est un combat. On est quand même en droit de se demander, est-ce que cette famille a suffisamment de moyens pour pouvoir s'en sortir? Non, Au-delà, oui, peut-être la proposition. Non, ce n'est pas un problème, puisque la femme, c'est une bonne femme qui s'est mobilisée au profit de leur famille. Elle est entrée et elle a dit les femmes avec qui elles sont dans le réunion, elle a encore apporté 1 million. Ça veut dire qu'en fait, elle est toujours dans l'association. Donc, il serait mieux. Elle peut faire quelque chose. Voilà. Il peut avoir sur ce dossier quand même. Je lui suggère de le faire, de s'engager encore. Ça va nécessiter quelques moyens, ce ne seront même pas des moyens colossaux. Mais d'abord, obtenir une décision de justice qui annule, qui fait opposition à bien se fait quand même aussi encadrer, non Karine Sontia, peut-être juridiquement parlant. Oui. C'est très important. Il faut rencontrer un avocat qui pourra lui expliquer comment est-ce que ça pourra se passer. Parce que ce n'est pas une procédure très très compliquée. Si elle se rend dans un cabinet d'avocat, elle aura toutes les explications. Parce que je sais que dans ce genre de cas, vous pouvez faire appel si le terrain a été vendu pour demander l'annulation de la vente. On peut quand même questionner on peut quand même questionner l'honnêteté des avocats aujourd'hui parce on que n'est pas obligé de le retrouver. Non, on peut aller directement saisir le procureur ou le juge d'instruction. Très bien. On n'est pas obligé de retrouver la personne qui a vendu. On n'est pas obligé de saisir un avocat. Très bien, merci Encore beaucoup. qu'il n'y a pas de document signé qui atteste qu'on lui a donné le terrain. Vous voyez un peu, c'est pas son nom qui est sur les documents. Donc, elle peut rentrer en possession de son terrain. Mais maintenant, c'est pas la raison pour elle de partir de son foyer parce que je sens qu'ils s'entendent bien. Ils s'entendent beaucoup même. Et le problème, c'est que son mari ne sait pas trop se méfier des gens. Vous voyez, il y a des gens comme ça avec qui vous vivez, qui ne savent pas mettre les garde-fous lorsqu'ils sont dans des relations, que ce soit familiales ou bien amicales. Il y a des personnes, il y a aussi des femmes qui se font abuser comme ça. Vous envoyez une femme dans votre réunion, qu'elle aille bouffer parce que vous avez un malade, elle part, elle traverse le montant que vous avez demandé. Et au moment de rembourser, vous vous retrouvez en train de rembourser 2 fois ce que vous avez demandé. Elles le font tellement. Donc, elle a la chance, d'être dans une réunion où elle est très présente et on ne peut pas trop jouer avec son nom.
Vous voyez un peu. Donc, il y a les femmes qui sont aussi victimes de ça. Donc, c'est pas une situation qui est très compliquée. Elle a accepté de rester déjà 1 mois avec son mari. Ça veut dire que elle aime son mari et le but n'est pas de partir. Vraiment. Non. La solution n'est pas de partir, Ouais. qu'elle reste. Et parce que si elle part, elle n'est pas sûre que le gars peut toujours rester, il peut toujours supporter. Parce que ce qu'il a fait, non seulement ils se sont un peu amoindris et petits, il finit par se rendre compte que sa femme avait raison sur toute la ligne. Et vous savez que lorsque vous vous sentez abusé à ce niveau par quelqu'un en qui vous avez trop confiance, parfois vous perdez même le goût de la vie. Et il a la chance d'avoir une femme qui est très présente et qui peut bien l'accompagner dans ce processus, qu'elle reste, qu'elle ne parte pas. Elle n'a pas besoin de décider, de prendre une décision aussi dure. Oui, ce qu'il a fait, tout le monde l'aurait fait. Je vous dis bien, tout le monde l'aurait fait. C'est-à-dire que même votre papa à qui vous confiez vos terrains peut donner à son ami pour que son ami fasse un business et puis le business ne marche pas, vous perdez le terrain complètement. Donc, vraiment, tout le monde l'aurait fait, mais c'est un problème très facile. Elle n'a pas besoin de partir pour ça. Maintenant, à son mari, il faudra qu'il soit un peu plus vigilant et qu'il écoute mieux sa femme. C'est pas obligé d'appliquer, mais c'est nécessaire pour que ça vous fasse un tic lorsque quelqu'un vous pose certains genres de problèmes. Mais quand même, quand vous avez un ami, l'amant, est-ce que c'est... laissez-moi vous dire, il y a c'est- des choses qu'on ne cautionne pas. Si votre ami vous demande un jour, parce que quand vous achetez votre terrain, vous dites à votre ami où il se trouve. Si votre ami vous demande un jour de vous donner les papiers de votre maison pour faire quelque chose, ne le faites pas. Je vous dis bien, ne le faites pas. Non, mais c'est quand même on Même peut s'il pas a dire besoin- absurde. Je dis même si c'est pour l'opération et qu'il Comment est déjà en peux-tu- train de vouloir mourir, il ne faut Comment pas le faire. pouvez-vous prendre les papiers De votre d'un terrain, vous donner à un ami, et l'ami qui l'aurait, je sais pas, qui se sera amusé à mettre le terrain en gage, Oui. est-ce qu'il est propriétaire du terrain? Que non. Non, mais comme il a déjà les papiers, papiers, c'est bon. c'est une procuration. Ils peuvent vendre. Peut-être qu'il a eu une procuration. Enfin, Je sais pas. Non, ça veut encore dire que même pour la il lui donne les procuration, papiers, c'est Ici, accompagné d'une signature, d'une procuration. Puisque les papiers ne portent pas le nom de son ami, Oui. il porte le nom. Donc, pour attester que cet ami-là peut bien utiliser ces Les papiers, garants. il a dû signer Signer un une papier, procuration. peut-être même qu'ils ont légalisé au commissariat. C'est d'accord, bon. et vous chutez carré. Jusque-là, donc même les procurations on annule. Hein, bon, Oui, donc, oui, tout à ça fait, aussi, tout à fait. c'est annulable. Donc, il à suffira juste que elle rencontre un procureur qui pourra vite régler ce problème. juge C'est des d'instruction, problèmes qui ne procureur, peuvent pas ça. durer 1 an en justice. C'est vraiment très Mais compliqué. quand même, c'est assez compliqué, Charles même Bachou. Est-ce qu'on m'a dit effectivement ici que l'interpellation, c'est de dire aux hommes, apprenons à écouter nos femmes en réalité? Monsieur Michel Ngatou, c'est pas un couple. Ben, ils sont en couple quand même. Les deux, pas des Parce que C'est pas si- un faits. couple. C'est quoi en Excusez-moi, union libre? J'accuse la femme. J'accuse cette femme, monsieur Michel Ngatou. Et je l'accuse avec la dernière énergie. Pourquoi? Vous avez un couple qui évolue chacun de son côté. La femme fait trop de surprises avec des tontines dont l'homme n'est pas au courant. Ah, j'ai touché une tontine. Ah, surprise. Ah, j'ai encore une autre tontine que j'ai cachée. Surprise. On va où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, à un moment donné, a caché un certain nombre de choses à son mari. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngatou, même si c'était des surprises positives, elle a caché un ensemble de choses à son mari. Il y a eu absence de communication. Deuxième chose, vous avez l'homme qui, dans un premier temps, est venu dire à la femme. Et c'est ce qu'on condamne toujours aux femmes. Lorsque l'homme prend sur lui de venir vous dire, voilà, j'ai emprunté tel et tel qui est venu, tout de go, ne vous braquez pas. Vous qui la femme? La femme, je parle aux femmes, ne vous braquez pas à l'immédiat. Vous ne le sentez pas dès le premier jour. Manifestez votre... Vous avez des femmes, elles vous disent, écoute, si tu veux fonctionner, moi je ne fonctionne pas avec tel. Votre relation gérée dehors, ne traversez pas chez moi, je ne veux pas le voir chez moi. C'est des choses que les femmes discutent généralement avec leur mari en disant, vraiment, il vient, je n'ouvre pas ma porte, je ne l'ouvre pas, tu n'es pas là, il va t'attendre dehors. Ça se vit. C'est des couples, on voit ça souvent chez des couples, des gens assument ce type de fonction. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngatou, vous allez vous rendre compte que une femme, et cette femme ne connaît pas son mari. Monsieur Michel Ngatou, quand un homme change, la femme connaît quand son mari change. Dès les premières heures où il modifie son comportement, ça veut dire qu'il a des difficultés de manger, il a des difficultés même sexuelles, il a des problèmes sur tous les plans. La femme sait qu'ici,
quelque chose ne va pas. Il y a des attitudes que l'homme adopte. Cette femme veut dire que c'est le jour qu'elle a trouvé agonisant qu'elle a su que quelque chose n'allait pas. Toutes les femmes le savent. Lorsque vous entrez chez vous, vous traversez la barrière, la façon avec laquelle vous roulez la voiture, si elle est à l'intérieur, par la fenêtre, elle dit, ah, le type s'il est rentré encore avec des problèmes, elle commence à vous éviter. Elle commence à se tenir à carreau parce qu'elle sait que vous allez prendre une certaine dimension. L'homme est rentré, il a fait le prêt, il s'est rendu compte que son ami n'était pas là. Ce n'est pas le jour là. Parce qu'avant ça, elle a commencé à appeler son ami, il s'est rendu compte. La femme, elle devait se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et à l'immédiat, alerter et poser des questions. Vous avez même des femmes, parfois, mais c'est le mal. L'homme rentre avec un moindre mal, il va se coucher, il dort. La femme dit, mais comment le type s'il dort à 7 heures? Il ne dort jamais à 7 heures. Elle vient vous retrouver dans la chambre et elle commence à poser des questions, histoire de comprendre tu étais où, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, tu as mangé quoi, tu as ceci, pour que l'homme essaye de se justifier. Donc on se rend compte qu'ici, même s'il y a au-dessus de tout une volonté d'investissement ensemble, il y a des points d'ombre que ce couple n'a pas pu élaguer. Il y a un ensemble en termes de communication qui n'a pas été respecté entre l'homme et la femme. Ils n'ont pas respecté cela. La femme a découvert qu'il a voulu se suicider. Aujourd'hui, parce qu'il a posé la première erreur, puisqu'on dit meilleur, et puis elle décide de partir. Elle veut juste se rassurer qu'en un mois, est-ce qu'il ne va pas se suicider? Si je reste même encore 2 ans. Si vous lui dites de rester 2 ans, elle va s'asseoir 2 ans, supporter, attendant que son mari ne se suicide pas pour pouvoir partir. Non, j'estime que le débat était de Dire qu'elle ne l'aimait pas, parce que même dans le pire quand même, on reste très proche de son homme. Je reste avec les termes des occidentalisés. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Non, dans le pire, à peine le premier pire se pose, rapidement, elle veut déjà s'envoler et elle demande conseil. Devrais-je attendre qu'il retrouve tous ses esprits pour que je puisse fuir, ou alors se demander comment faire pour pouvoir remonter. L'acte qu'il a posé n'est pas bon. Si ça avait été chez les Bantous, M. Michel Ngachou, un homme qui essaie de se suicider, il est banni littéralement de la société. Je clôture par là. Il est fautif. Il serait banni littéralement de la société pour avoir tenté de mettre un terme à ses jours. Est-ce pour autant qu'on ne soit pas capable de le sauver, de le ramener, je ne cherche plus à le sauver. L'encadrer. Je ne cherche ni à le sauver ni à l'encadrer parce qu'il a posé déjà un acte qui est répréhensible. On ne fait pas de demi-tour chez nous. Les Bantous, lorsque vous voulez poser un acte comme celui-là, monsieur, soit vous l'assumez et vous portez les frais, soit vous vous retirez complètement parce que les lois de la société Bantous sont claires. Donc je dirais à cette femme, très humblement, qu'elle essaye de pallier tout ce qu'ils avaient comme manquement dans leur relation, parce qu'il y a beaucoup de manquements, qu'elle essaie de pallier à tout cela, s'asseoir avec son mari et lui dire calmement, tu aurais dû me parler, tu aurais dû me faire confiance. Je comprends que j'étais aidé à te braquer, tu t'es braqué, les torts sont partagés. Écoute, regardons devant et avançons. Merci beaucoup. Allez, on parle bien sûr pour le meilleur et pour le pire. Permettez-nous, Carlos Minoué et toute la famille, je vous en prie, nous évoluons justement sur ce plateau. Alors, pour le meilleur et pour la vie, ou pour le meilleur et pour le pire, Dominique Audrey? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Sauf que la façon dont je vois la vie et que je vois les choses est totalement différente. Il y a, je ne sais pas trop qui sur ce plateau nous a raconté l'histoire de sa mère qui avait surpris son père avec 1000 parpaings un jour alors que son père avait lancé le chantier et tout. Et c'était une bonne chose, c'était louable. Mais lorsqu'il s'agit de la femme de quelqu'un d'autre, ce sont des mauvaises surprises. C'est une femme qui est cachotière, du 2 poids 2 mesures. Pourquoi vous battez à toujours répondre Premier à mes chapitre. préoccupations? Non, vous n'êtes pas là pour répondre. Michel, je n'ai répondu à savez personne. qui? Hein. Vous savez qui? C'est moi qui ai abordé ce sujet. Excusez-moi, Vous êtes toujours permettez-moi à de dire parler. Je veux, cher Lamel. Vraiment. On est dans un débat. Non, permettez, cher Lamel. C'est même mots ici là qu'on veut tout le temps répéter. Non, écoutez, cher Lamel. Je me suis prononcé donner mon point de vue, qu'elle donne son point de vue. Voilà, simplement, on se comprend. Mais on est tous ensemble ici pour donner et surtout éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous écoutent. On tente de donner nos points de vue pour créer justement le pluralisme et permettre aux uns aux autres également de donner les leurs. Allez, donner de votre point de vue. La constance, Michel, la constance. Chapitre 1er, ça c'est à l'école du mariage. On nous apprend que ne dites jamais rien à votre femme. Non, on ne l'a pas dit. Bon. On ne dit pas tout, pas rien. Bon. C'est moi, j'ai encore le chapitre, je peux vous le dire. D'accord. Bonne correction. Le chapitre. On s'installe de l'expérience le vieux avec nous justement. Comment d'abord par le titre du chapitre? On ne dit pas tout à la femme. Merci beaucoup. On ne dit pas rien, non. Merci prof. On ne dit pas tout à la femme. Et dans ce chapitre, il y a une citation célèbre.
Le bavardage de la femme est synonyme, ou pire même moi j'ajoute, au bruit du moustique. Voilà un homme qui n'a pas tout dit à sa femme pour ce qu'il devait dire. Et puisqu'on lui a dit ici que lorsqu'une femme bavarde, on n'a même pas envie de rentrer à la maison, c'est une mauvaise femme, c'est une sorcière, il a pris le patrimoine de la famille, il allait donner à son ami en cachette. C'est ça dans la promotion du manque de dialogue dans les couples. Ça, c'est chez les Bantous. Non, c'est un mauvais bantou. Il n'est même pas bantou, lui. Non, il est Bantou, c'est un Non, bon Bantou. Non, Dans tous les sens du terme, c'est un bon Bantou. Laissez qu'elle poursuive, vous donnerez vos points de vue tout à l'heure. je vous en Michel prie. Gachou, aujourd'hui, je comprends très bien l'envie de cette femme de partir. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin d'avoir en face de nous, et c'est dans ça que ma citation comme Bomboka travesti ici la dernière fois trouve son sens. On ne peut pas apprivoiser toutes les femmes, elles ont juste besoin de courir libre en attendant de trouver un homme aussi sauvage qu'elle pour courir. Cette femme avait simplement besoin d'un homme qui puisse avoir une vision, la même vision de la vie qu'elle. On peut comprendre qu'on peut être un homme qui, en grandissant ou bien de façon naturelle comme ça, ce qu'on appelle la sagesse du village, qu'il ne l'est pas et qu'il soit avec une femme qui a un large spectre, du moins imagine sa vie de façon grandiose. Une vision particulière. Voilà, de la vie. Malheureusement, quand on se rend compte qu'on n'est pas comme ça, on se tourne vers qui? Les personnes qui vont diaboliser votre femme. On se tourne vers qui? Du moins, on écoute qui? Des personnes qui vont vous dire que non, la femme, ça ne parle pas. L'argent, ça ne parle pas. Donc, tu es l'homme, tu fais tout ce que tu veux et basta. Cette femme est le propre des femmes qui n'écoutent pas ce que je dis. Parce que pour moi, elle n'aurait pas mis son terrain au nom de son mari. Mais elle l'a fait parce qu'elle est allée à l'école, entre guillemets, du mariage. Et dans cette école-là, voilà les premières retombées. Je suis quand même aussi peut-être tenté de vous demander, est-ce qu'elle a mieux assimilé les leçons du mariage aussi? Ce n'est pas elle qu'on doit questionner. Non, je vous la pose à vous, puisque Oui, Michel, vous je faites vous réponds, évocation. monsieur. Elle l'a très bien assimilée. C'est une femme hyper soumise. C'est une femme qui aime tellement son mari, qui ne pense même pas d'abord à elle. À quelle époque nous sommes? Nous sommes en 2020. Une femme prend 3 millions qu'elle peut avoir pour elle, au cas où le monsieur fait autre chose avec. Et elle dit que non, mon chéri, c'est toi. Tu es ma vie, tu es mon Seigneur, tu es le centre de mon univers. Toi d'abord. Le papier, le terrain, c'est pour toi. Je te le donne, tu es devant. Tu es l'homme. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés que moi seule je devrais maîtriser que je dois avoir. Non, c'est toi. Tu es mon mari. Donc, cette femme était dans ce prisme-là. Malheureusement, en face d'elle, elle a quoi? Un individu faible d'esprit. Un homme mou. Faible, manipulable et manipulé. Très bien. Il est semblable... Vous voulez me couper déjà? Vous avez 5 minutes de temps de parole. Hein. Sauf que vous n'avez pas enlevé le temps où on m'a coupé. Madame, il est semblable à ces je tiens la personnes, montre à main. il est semblable à ces hommes faibles qui se cachent, si on prend le cas des réseaux sociaux, qui se cachent derrière les fécondes pour insulter les gens. Donc, cette femme, c'est à elle de voir. Si elle décide de partir, qu'elle parte. Et elle va assumer les conséquences. Mais maintenant, si elle décide de rester, il va falloir que son mari fasse des efforts pour se mettre à niveau. Parce que quand on est à un certain niveau, on doit avancer avec des gens qui voient, qui comprennent la vie, qui ont les mêmes ambitions que vous. Donc, le plus grand destin, c'est de ne pas suivre son destin. Merci. Une petite seconde. Non, on a très peu de temps. Bon, je vous en prie, on le fera tout à l'heure. Parce qu'on a tellement de réactions de nos téléspectateurs qui ne cessent de nous les envoyer à travers les plateformes 10, 12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, merci madame, messieurs, vous êtes très nombreux ce matin à donner vos avis sur ce sujet. Dans un instant, c'est un sujet qui peut aussi énerver. Et étant donné que quand ça énerve, c'est choquant, c'est outrageant même, ça nous met en colère. Et lorsqu'on parle de colère, effectivement, on peut mieux comprendre que Charles Hamel est là avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
de la couverture universelle de santé dans ce pays. Qu'est-ce que la couverture universelle de santé ou qu'est-ce que la couverture de santé universelle dans ce pays? Les appellations sont divergentes. On va d'un pays à un autre avec des contenus différents. L'ensemble des pays africains se sont donnés pour mission désormais de mettre au cœur de leur priorité la santé de leur population, le Cameroun avec. Comment comprendre que pour le cas du Cameroun, ce soit plutôt un opérateur coréen qui va implémenter la couverture santé universelle pour le compte de l'État, alors que plusieurs de ses fils l'ont pensé 4 ans avant. Dr Yves Pierre Basson, Dr Kamta Guy-Claude Bernard, Dr Ndundumu Patrick Christian, Dr Oko Apollinaire Legrand ont à l'époque et au temps d'André Mamafouda fait les pieds de grue pour faire comprendre le clair de leur pensée. Comment comprendre qu'au lieu de confier cette initiative aux patriotes camerounais, force est de constater que la société Santé Universelle Cameroun, en abrégé, SUCAM, l'opérateur coréen qui va accompagner l'État du Cameroun dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, sera accompagné de 3 partenaires camerounais, à savoir Hightech Telesoft Cameroun SA, JK Engineering and Development, société de droit coréen, Newtech Management Malta, doté d'un capital de 100 millions de francs CFA. À qui appartiennent ces entreprises dites camerounaises, puisqu'on a encore en mémoire les souvenirs du diamant à l'Est, de l'or et bien de l'extraction de certains autres minéraux dits compliqués par des Chinois. Depuis combien de temps existent-elles, ces entreprises, ou ont-elles déjà fait leurs preuves? Point d'interrogation. Comment comprendre que le cahier de charge de cette SUNCAM portera sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle pendant 17 ans avant de passer le relais à l'État? Elle aura pour mission, nous dit-on, d'implémenter le système social et économique à travers le financement, la conception, la construction, l'exploitation, la nomenclature, la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières et afférentes. Devrait-on comprendre, comme le cas des péages routiers au Cameroun, péages automatiques, que les caisses de l'État du Cameroun sont vides, réellement vides, à tel point qu'il cherche un investisseur qui mettra son argent dans l'implémentation de ce projet, d'un projet national, qu'il va lui-même expérimenter et bénéficier et recouvrer les faits d'investissement pendant 17 ans avant de remettre à l'État? Vraiment. Comment comprendre que c'est encore cette même structure, SUNCAM, qui effectuera la collecte des contributions sociales du secteur informel, la mise en commun des fonds dédiés à la gestion de la caisse de la couverture de santé universelle, le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées, le contrôle médical et le paiement des factures des prestataires agréés? Vraiment, c'est trop beau pour être vrai. D'ailleurs, où est passé le Fonds de solidarité nationale instauré depuis des années pour qu'on se retrouve aujourd'hui à parler de la SUCAM? Vont-ils réaliser ou réussir à implémenter cette initiative lorsqu'on nous dit que les prestations des hôpitaux seront rapidement réglées, c'est-à-dire en termes de factures, sous 21 jours, connaissant le Cameroun, où vous livrez un marché, c'est après 15 ans qu'on vous paye. Réussiront-ils, comme avec les logements sociaux, à remettre à plat tout le système des soins pour 185 interventions et maladies? Ainsi pensés, réussiront-ils à assainir tout le milieu sanitaire où chaque prescription, chaque intervention devra respecter un protocole où le prix de la consultation et celui des médicaments prescrits seront réglementés et homologués? Rappelons qu'en 2006, une précédente initiative, mieux,
tentative d'installer une couverture universelle s'était soldée par un échec. Était-ce donc dire que le modèle coréen, avec des partenaires camerounais, mieux, des barons du régime cachés derrière des entreprises, marchera au Cameroun? Question. Ce matin, et la colère, peut-être ça peut faire rire, mais je voudrais quand même préciser que pendant que vous restituez votre colère, le message nous revient, des messages nous reviennent, comme quoi en ce moment, les télévisions viennent d'être éteintes dans pas mal de centres hospitaliers du Cameroun. Parce qu'il y a des malades qui vous regardent là-bas. Non, dans les hôpitaux du Cameroun, parce qu'il y a des malades qui vous regardent là-bas. Et se disent, mais qu'est-ce que ce monsieur raconte finalement? Il faut rapidement changer et mettre notre chaîne. Donc attention. Ce n'est pas les malades non, demandez s'il vous plaît qu'on remette Equinox, parce que vous comprenez mieux ce qui se passe, parce que le projet de couverture santé universelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière. Madame, monsieur, c'est le Cameroun, c'est le propre du Cameroun. Un projet né depuis pas mal d'années, un peu plus de 10 ans aujourd'hui, et on parle de couverture santé universelle. Et Charles Mathieu précise effectivement en disant que aujourd'hui, on va chercher le Coréen pour s'investir dans ce projet et l'implémenter au Cameroun. Et ce qui est quand même formidable, c'est qu'il y a un budget déjà qui a été pensé par le chef de l'État, par cet organisme-là. Voilà. Et qui est porté à 1300 milliards de francs CFA pour pouvoir l'implémenter. Sans avoir justement vu les problèmes fondamentaux, vous appelez ça comment? Les réalités, les maladies qui seront justement répertoriées, etc. Alors, Bengan, on n'a encore rien compris d'un pareil projet. Mais l'État du Cameroun demande déjà 1300 milliards de francs CFA. Le Camerounais qui nous regarde est à l'hôpital ce matin. Est-ce qu'il doit faire confiance au ministère de la Santé publique qui vient justement de valider un tel projet? Dites-nous. Non, vous savez, lorsqu'on parle du syndrome de Stockholm, c'est une bande de bandits qui avait pris assaut une banque en Suède. Et au bout d'un moment, les employés de la banque qui étaient pris comme des otages se sont mis à injurier même le Premier ministre. Et comment ils ont commencé à apprécier les envahisseurs. C'est ça le syndrome de Stockholm. Donc, je sais qu'il y a des Camerounais qui aiment leur bourreau. Donc, j'allais dire, c'est naturel. Il y en a qui peuvent avoir ce comportement. Mais il faut dire de manière claire et précise aux Camerounais, quitte à aimer le bourreau ou à choisir d'autres moyens, c'est que c'est une vaste escroquerie que l'État du Cameroun organise. Je répète, le projet santé universelle tel qu'implémenté par le gouvernement à l'heure actuelle est une vaste escroquerie que l'État met en place. Vous ne pouvez prendre pour preuve ce qui s'est passé avec MIDA. Les autorités du Cameroun avaient validé le projet MIDA pour venir faire comme si on insultait les Camerounais qui étaient dans le marketing des réseaux, qui voulaient l'argent facile, alors que ce sont les autorités qui ont mis en place cet état de choses. Rappelez-vous également de l'ONG Femmes Cameroun qui était venue soi-disant pour suppléer la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle a tourné, beaucoup de milliards sont passés. Et dit c'est une vaste escroquerie. De manière plus sérieuse, pour que les Camerounais s'organisent, parce qu'il faut qu'ils s'organisent. Programme santé universelle ou couverture maladie universelle, ça peut prendre la dénomination qu'on veut. C'est une chose simple, la mutualisation des forces pour l'accès à la santé. Pour le faire donc, le gouvernement avait mis en place depuis 2004 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, parce qu'il était question de passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est le 11 septembre 2020, les cadres du ministère du Travail et de la Sécurité sociale oui, ont travaillé en collaboration avec des hauts cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour proposer des moutures. Et chaque fois, les réunions sont reportées. Je vous dis, depuis au moins 2008, ça a été reporté. Ça veut dire que l'État du Cameroun, je l'ai dit avant-hier, je le répète, a organisé un assassinat collectif de ces populations. Parce qu'on ne peut pas voir ça autrement. La même chose qu'on parlait quand Charles Amel est venu avec ce problème de l'eau.
C'est un problème d'assassinat collectif. Une interdiction. Donc, ce qui se passe là, c'est une vaste fumisterie. Donc, il faut que les Camerounais rejettent. Je ne sais pas quels moyens vont utiliser pour rejeter ça. Il faut rejeter ce projet-là. Ce qui est formidable en même temps, bon, Bengan, c'est que lorsque le gouvernement camerounais tente de mettre ce projet sur la place publique aujourd'hui, invitant les Camerounais à travers un organisme qui devrait s'en charger aujourd'hui, qui est coréen, bien sûr, il est important de rappeler aux Camerounais qui nous regardent que ce sont les Camerounais qui ont initié ce projet. Il y a 3 partenaires camerounais, c'est dedans. Il y a 3 partenaires camerounais. Plus Oui. le Coréen, 3 Plus le partenaires. Ah, 3 partenaires. Mais non, Plus le justement, ceux qui étaient à la base de ce projet ont été mis de côté. C'est ce qui est quand même formidable. Karine Sontia, comment comprendre ce projet aujourd'hui présenté aux Camerounais et peut-être pour employer le mot en bon Bengan qui semble être une fumisterie. Monsieur Michel Gatou, je vais vous poser une question. Je vous écoute. Quand quelqu'un a un AVC, avant qu'il n'arrive à l'hôpital, est-ce qu'il a déjà le budget du soin? Pas du tout. Bon, Bok, est-ce que même pour le paludisme, vous quittez de chez vous avec un budget pour votre traitement? Parce que on parle d'une couverture santé universelle et on nous dit qu'il y a déjà un budget qui est déjà mis en place, 1300 milliards de francs CFA. Non, que Non, l'État mais- doit, que l'État doit mettre à mettre à disposition. disposition. Voilà. 1300 milliards de francs CFA. C'est pour faire quoi et quoi? Parce que la couverture santé universelle n'est pas que pour les soins. Parce que pour que la couverture santé universelle marche, il faut des infrastructures qui marchent aussi. Un plateau technique. Il faut un plateau technique équilibré pour que si quelqu'un est par exemple atteint d'un AVC dans n'importe quelle région du Cameroun, qu'il puisse avoir les soins qu'il mérite dans la région où il se trouve. Lorsque les penseurs Je de voulais ce projet... rajouter, on doit même répertorier les maladies. Voilà, qui peuvent rentrer dans les catégorisations. lorsque les penseurs de ce projet ont mis ce projet sur pied, il y avait un panier de maladies qu'ils avaient sélectionné. Ce qui fait que ce panier de maladies-là était évident d'être couvert par les soins, par l'État en lui-même. Sauf que ce que l'État a fait aujourd'hui, c'est que on a éliminé les acteurs du secteur de la santé. Parce que c'est délicat de parler d'une couverture santé universelle sans les patients eux-mêmes. Et l'implication des patients eux-mêmes. C'est pour ça qu'on implique la société civile, les associations des patients et autres. Il y a le personnel de santé, infirmières, sages-femmes, médecins. Il y a les assureurs. Parce que la couverture santé universelle, ça touche les assurances. Il y a les assureurs qui doivent être impliqués. Parce qu'il faudra que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, ils disent, ou par exemple dans quelle banque est-ce qu'il souscrit, ou encore dans quelle assurance il souscrit, pour qu'on active sa couverture santé universelle. Il y a les pharmacies. Il y a les pharmacies qu'il faut mettre en Tout le jeu. système- Il y a tout le système sanitaire. les hôpitaux qu'il faudra sélectionner. S'il y a des hôpitaux privés qui doivent entrer en jeu, on les sélectionne. Il y a la recherche. Il y a la recherche qu'il faudra, parce que c'est pas juste pour soigner, il faudra aussi qu'il y ait des recherches. Mais sauf que notre gouvernement fait toujours les choses à tâtons, c'est-à-dire que les gens pensent leurs choses et ils viennent maintenant jouer au sapeur-pompier en faisant à l'envers. Et ça va donner ce que ça va donner. Vous allez voir que dans un an, quand ce projet va être initié, dans un an, les gens vont commencer à aller mourir à l'hôpital parce que le médecin va dire que je n'ai pas encore votre carte. Il faut... Quand vous arrivez à l'hôpital, même quand vous regardez dans les films, si c'est la couverture santé, on vous demande votre carte. Quand vous donnez la carte, c'est là où on commence maintenant à savoir comment ça va se passer pour la suite avec l'assurance et autres. Mais on ne voit pas tout cela. C'est pas l'État qui... L'État décide, mais l'État ne peut pas penser la santé. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des spécialistes de la santé dans un pays comme le nôtre. Et les 3 personnes se sont assises en 2016, ont écrit leur projet, sont venus vous donner, vous prenez le projet, vous les affectez partout pour qu'ils n'arrivent même plus à s'asseoir un jour pour discuter. Et après, quand vous voulez implémenter le projet, vous les mettez hors jeu. Pour faire quoi? Mettre sur pied ce projet en désordre et à tâtons. Et confier votre santé. Escroquer l'argent à l'État du Cameroun en réalité, parce que c'est ce qu'il faut dire. Confier votre santé. Si des gens ont conçu le projet, ont compris le projet, ont compris la nécessité de mettre cela en application pour le bien des Camerounais. C'est parce que ils l'ont bien élaboré. Oui, ils mais ont maintenant vous pensé les ce écartez projet. et vous mettez un budget à ce projet de 1300 milliards sur la base de quoi? Parce que ils
ils ont pensé ce projet parce qu'ils avaient remarqué que 70% des Camerounais, 70% des soins étaient pris en charge par les patients eux-mêmes. Et les médecins, parfois, dans les hôpitaux, étaient obligés de retirer de l'argent dans leur poche pour contribuer aux soins de leurs patients. C'était très délicat. Très grave. Mais aujourd'hui, là, lorsque le gouvernement veut lancer, commence déjà à avoir des partenaires autres avec 3 entreprises camerounaises, y compris une entreprise coréenne, ça sent du filoutage, Est-ce que les de la Camerounais filouterie. est-ce que les Camerounais sont pas impliqués dans cette histoire réellement? Mais Parce bien que sûr. on peut prendre des sociétés écrans comme celle qui est coréenne aujourd'hui, alors que derrière sont les Camerounais qui sont bien filtrés. Mais la qui sont bien directrice, c'est une positionnés. Camerounaise. Aujourd'hui, Dominique Audrey, comment vous voyez ça? C'est possible, tout est possible dans notre pays et vous le savez. Mais maintenant, vous et moi, simples Camerounais, ayant la possibilité d'être malade, on n'a pas la possibilité de le savoir. Aujourd'hui, tellement on est dans un engrenage, un enrouage où on vous fait juste des annonces, on vous annonce que vous aurez la couverture santé et demain on vous dit que ça va coûter ça et demain on va vous annoncer qu'effectivement c'est fait, c'est lancé parce qu'on aura déjà donné de l'argent. Ici chez nous, on n'a pas la culture de la communication. Je crois qu'on le disait ici la dernière fois, on n'explique pas aux citoyens qui sont engagés, concernés par ce processus, en quoi ça consiste. La couverture santé n'existe pas s'il n'y a pas d'accès aux soins de santé. Je veux dire que soins au service, à l'accès aux services de santé. Allons en Gambetika, où on était avec une colère. L'arrière-pays. Oui. On n'a pas, ça ne devrait même pas être l'arrière-pays. Appelons ça comme ça pour Oui, mieux comprendre. C'est péjoratif. Et c'est pas à cause de nous, c'est parce que les gens qui dirigent voudraient que ça reste comme ça. On n'a pas d'hôpitaux là-bas. C'est une simple Camerounaise qui a donné sa cabane en terre battue et avec un lit de fortune. Comment les populations de Gambetika bénéficieront de la santé là-bas, étant entendu que La couverture santé universelle. Voilà, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas de médecin, vraiment, il n'y en a pas, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de pharmacie. La couverture santé ne fonctionne que si, et seulement si, les soins sont accessibles, si les coûts sont accessibles et si les patients sont d'accord avec ce mode de fonctionnement-là. Moi, je ne sais pas combien, je connais un Français qui m'a dit qu'il est venu au Cameroun et on lui a traité le palu à 800 000. D'autres personnes, oui, ils ne savaient pas. On a prolongé le traitement indéfiniment. D'autres Camerounais vous donneront une autre facture. Ce n'est pas stable. Donc, si moi je m'en tiens simplement à ça, on m'a dit que c'est 800 000, je n'irai pas. Je ne vais pas m'investir dans cette histoire-là. Et c'est mal. Pourtant, c'est depuis 1948 que l'OMS, dans sa constitution, avait déjà pensé à une couverture santé universelle. Parce que le droit à la santé est un droit fondamental pour l'humain. Mais ici, chez nous, à lire et à entendre tout ce qui se dit autour de l'implémentation de ce projet, on est obligé d'accepter, de se rendre compte que c'est tout. Mais sauf effectivement ça, il n'y a pas de couverture santé universelle, tout ce que vous voulez, au Cameroun, parce qu'on n'a pas encore d'hôpitaux. On meurt encore ici par faute de dialyse, on meurt encore par faute de couveuse, on meurt. Absence des BCG. Et vous avez vu l'hôpital de Marois. Vous savez, vous me faites très mal quand vous parlez comme ça. Non, moi aussi j'ai Vous mal. me transpercez justement le cœur. J'ai aussi mal parce qu'on est en plein carrefour là, tout le monde voit ce qu'on a dans notre maison. Mais comment on fait? C'est bien dommage. Et on se posera également la question, madame, monsieur, sur l'action gouvernementale. Que font les députés de la nation pour observer la réalité autour de ce projet de couverture santé universelle? Et il y en a, souvenez-vous, d'un député qui récemment faisait tout pour ne pas lâcher Manaoda. Aurait-il dit Manaoda a encore menti? Et sur le projet couverture santé pour tous, a-t-il encore menti? Parlons en deuxième partie, madame, monsieur.